Le procès du président du FRDDR, Amadou Alejibo Max, a eu lieu ce lundi au tribunal hors classe de Niamey. Le verdict sera rendu le 6 juin prochain. Il n'y aura pas de cours à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IPTIC toute la semaine. Les étudiants et le personnel ne regardent plus de la même direction avec l'administration. Les raisons dans ce journal. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, lundi 29 mai 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Poursuivi pour incitation au renversement du régime, le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR, El Hadj Amadou Alejibo Max, était ce matin devant le juge du tribunal hors classe de Niamey pour son procès. Le procès a eu lieu donc ce matin. Le délibéré est prévu pour le 6 juin prochain. Le compte rendu avec Ismaël Lamomouni et Ibrahim Abdou. C'est sous la canicule que parents, compagnons de lutte et amis d'Amadou Alejibo Max ont tenu à marquer de leur présence lors du procès de leur protégé accusé d'incitation au renversement du pouvoir. Ce procès contre le président du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, c'est juste une manière de vouloir museler l'opposition, estime l'avocat. Si jamais au Niger, on s'amuse à juger les gens selon les habitudes et les humeurs, soyez assurés que nous n'avons pas de protection de liberté et nous n'avons pas une garantie pour notre sécurité juridique. C'est une mauvaise information, c'est un mauvais précédent pour les Nigériens. Ils ont le droit d'en s'en inquiéter. La deuxième chose également qu'on a souligné, c'est qu'on veut museler l'opposition. On est en train de chercher à utiliser la justice pour régler un conflit politique entre la majorité et l'opposition. Le procureur de la République, c'est le représentant du gouvernement. Il a demandé que Max soit condamné à 6 mois de prison. C'est-à-dire qu'il demande à l'opposition de ne plus avoir le droit de s'exprimer pendant au moins 6 mois. Et cette même menace a pesé sur vous de la presse. Elle a menacé sur les gens de la société civile, notamment des gens comme Alivissa et des gens comme Sirajissa. N'eût été une fuite, on n'aurait jamais su que les preuves qui étaient dirigées contre eux ont été recueillies par les renseignements généraux à destination de la justice, ce qui est interdit par la loi parce que c'est déloyal et c'est illégal. Après des heures de plaidoyer, les avocats demeurent optimistes quant au verdict qui sera rendu le 6 juin prochain. Il y a eu les débats au fond ce matin et je suis vraiment triste que pour des arguments aussi légers, aussi illégaux, sans preuve, on amène quelqu'un en flagrant délit et on le détient pendant 15 jours. Il y a vraiment un abus, un détournement de procédure parce que rien que la procédure de flagrant délit empêche que d'autres preuves soient versées et les preuves doivent être présentes. Alors aujourd'hui, moi je pense que les éléments ne sont pas constitués. Le juge est obligé de relaxer Max, puisqu'il n'y a aucun élément qui fonde la poursuite dans ce dossier. Si on le renvoie devant la justice pour un complot proposé alors qu'il est seul, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'élection. Il faut que finalement, force revienne à la loi et rien qu'à la loi. Affaire est mise en libéré pour le 6 juin. Nous avons demandé une liberté provisoire face à la faiblesse de l'argumentation développée par le ministère public. Malheureusement, le juge a décidé qu'il gardera en prison jusqu'au 6 juin, le jour où il va vider son délibéré. Au regard des pièces qui sont versées au dossier, à la qualification des faits, le juge est pratiquement obligé de prononcer une relaxe et un acquittement. Et sous un œil impuissant que tous ceux qui sont venus soutenir Max le regardent retourner en prison en attendant le délibéré du procès qui va être prononcé le samedi 6 juin prochain. Sur demande du président de la République, les députés nationaux devaient examiner le projet de révision de la Constitution et du Code électoral le vendredi dernier. Une décision qui visiblement divise les députés de la majorité. Quant à l'opposition parlementaire, a déjà annoncé le boycott des travaux. Une situation qui a suscité des réactions des acteurs de la société civile, dont celle de El Hadj Idi, que je vous propose de suivre. Des lacunes ont été relevées
Et de ces lacunes-là, il y avait eu des recommandations. C'est même un atelier de la CENI qui s'est appuyé sur un rapport des experts nationaux et internationaux et qui ont relevé les contradictions entre les lois électorales. Parce que pour les élections passées, on n'avait pas un code, on n'avait pas une loi unitaire comme code électoral, mais on avait des lois électorales. Et les lois électorales, là, il semble que, bon, oui, c'est même cela, en fait. Vous avez la constitution par rapport au scrutin présidentiel où on dit que c'est une loi ordinaire. Et de l'autre côté, des lois organiques, donc vous pouvez pas fusionner. Pour les fusionner, il faut les voir la constitution, donc en principe. C'est là l'esprit. Les modifications portées sur les délais légaux et les lacunes constatées lors des élections passées. J'ai assisté à un atelier de la CENI où tous les partis politiques y étaient, tous les pans de la société y étaient, et les recommandations ont plaidé en faveur de ces révisions-là pour effectivement avoir un code électoral et relever les lacunes, corriger les lacunes. Les éléments que je connais, ce n'est pas le Tazarti. Le Tazarti, c'est que le Tazarti est bloqué. Ce qui permet le Tazarti, c'est l'alinéa 1-2 de l'article 47. Et les alinéas 1-2 sont verrouillés. Ils ne sont pas sujets de révision. Donc, par rapport à ce Tazarti-là, ce n'est pas cette révision-là. Si les gens ont des velléités de faire Tazarti, ce n'est pas par rapport à cela. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé El Hadja Idi Abdou, acteur de la société civile nigérienne. Troisième jour, ce lundi du mois béni de Ramadan, en ce début de carême, certains jeûneurs par oubli consomment des aliments avant la rupture. Que dit justement la religion par rapport à ce sujet? Réponse avec le prédicateur Ismaël Mohamed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange au cours du mois ou pendant le jeûne par oubli, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a qu'à continuer son jeûne est validé, c'est Allah qui l'a nourri. Parce qu'il ne l'a pas fait exprès. Et on nous a appris, Ramadan la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Une prière que nous ont apprise nos prophètes, c'est qu'ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, et particulièrement à cette Ummah, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas tenir compte quand nous avons commis des erreurs, donc involontairement, ou quand nous sommes dans un oubli. Donc, le prophète a dit, celui qui mange pendant le mois de jeûne, donc à jeûne, et par oubli, il n'a qu'à continuer son jeûne est valide. Donc, c'est-à-dire, il arrête, il ne faut pas qu'il dise, ah mais c'est fini, j'ai déjà mangé, je veux continuer. Non, s'il arrête, son jeûne est validé. Malik, rahimahullah ta'ala, notre imam, lui, c'est un fin psychologue. Il a dit, ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais s'il a une recommandation à faire, c'est que la personne, après, elle peut rembourser ce jeûne. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui mange, qui est conscient que son jeûne est rompu, c'est pas tout le monde qui a la conscience tranquille pour s'adapter à ce que le prophète a dit, qu'il continue. C'est-à-dire, tu vas avoir toujours ce remords. Mais j'ai gâté mon jeûne, donc au lieu de 29, j'ai 28, au 32, j'ai 29. Alors, Malik a dit, s'il veut, il n'a qu'à rembourser pour apaiser sa conscience. C'est pour apaiser sa conscience. Et ça, c'est un acte de haute psychologie qu'on connaît de Malik qui recommande à cette personne, si vraiment elle a toujours ce doute-là, c'est parce que si vous mangez à midi, vraiment vous savez que vous avez mangé et votre conscience n'est pas tranquille. Opération de nettoyage et d'entretien à la grande mosquée de Niamey ce lundi. Elle est initiée par une nouvelle société de nettoyage et d'entretien qui a choisi ce lieu de culte pour cette première opération pendant cette période de Ramadan. Reportage à Asma Oseidou et Guicheb Guissou.
Rendre plus salubres les endroits publics, précisément les lieux de culte, c'est l'objectif que vise la Société nigérienne de nettoyage et d'entretien Soninen en ce mois béni de Ramadan. En ce début de Ramadan, la grande mosquée constitue la cible pour cette opération de salubrité. Ce projet est dénommé Taharatul Masajid, qui signifie la purification des mosquées, c'est-à-dire nettoyer et entretenir les mosquées de la capitale d'ici la fin du mois de Ramadan. Nous avons pensé vraiment à nettoyer ces mosquées comme la religion même l'oblige, la propriété. Pas un travail facile, comme vous le voyez. Les mosquées sont vraiment sales et négligées. Une nouvelle société qui vient de faire sa première phase à la grande mosquée de Niamey et demande le soutien des bonnes volontés de leur venir en aide pour bien mener leur opération à travers la capitale. Je l'ai annoncé dans les titres, le torchon brûle entre les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC et l'administration. Ces étudiants qui exigent le départ du directeur général et de son secrétaire général ont entamé une nouvelle grève ce lundi. Reportage à Abdourazak Hamidou et Aboubakar Saleh. L'IFTIC va mal. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, jadis une école de renommée internationale très appréciée dans la sous-région, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cette nouvelle année scolaire 2016-2017 vient encore confirmer cela. Depuis en réalité la rentrée académique 2016-2017. En effet, nous avons entamé une rentrée avec des grèves, 3 mois de grève. Et en dehors de ces 3 mois, nous continuons à vivre d'autres problèmes. C'est pour dire que nous sommes en mouvement d'humeur, c'est pour dénoncer et mettre au vu et au su de toutes les personnes la situation que vit l'IFTIC. Cette situation, c'est quoi concrètement? Vous avez une gestion chaotique et désastreuse à l'endroit des dirigeants de l'administration, notamment le Cheikh Ahmed et son secrétaire général, dont nous avons cité quelques-uns. Vous avez depuis la rentrée 7 à 8 mois de cours, mais très malheureusement nous n'avons eu pas droit à nos bulletins, même pas du premier semestre. Vous avez de l'autre côté les enseignants et le personnel qui sont en arriéré de salaire de 3 mois. Vous avez aussi des enseignants vacataires qui ont rendu le tablier. Pour tout simplement la situation n'est pas festive ici à l'IFTIC, ils préfèrent se retirer et observer. Ces étudiants demandent purement et simplement le départ du directeur général de l'IFTIC, Ahmed Abdoulaye, et de son secrétaire général, Bissala Tanimoun. Pour eux, seul leur départ permettrait de sauver l'IFTIC de la situation désastreuse dans laquelle elle végète. C'est vu tous ces problèmes que nous, en tant que comité exécutif, nous avons décidé de dénoncer et d'exiger le départ immédiat et sans condition de Ahmed Abdoulaye et son secrétaire général qui ont mis et qui veulent conduire l'IFTIC en agonie. Trop demander, non. Vous savez, ils sont là, c'est pour une gestion. Lorsque la gestion elle est parfaite, on les encourage. Mais lorsque c'est le contraire, on ne peut que réclamer ce que nous sommes en train de faire. Car si l'IFTIC continue de vivre en 2017, l'IFTIC date depuis 1997. C'est que l'IFTIC fut géré par des personnels ou des dirigeants exemplaires. Et que si aujourd'hui ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut sauver l'IFTIC en faisant partir ces gens-là et en les remplaçant par des gens plus compétents et plus compétitifs. Et le ministère de tutelle, selon ses étudiants toujours, ne fait rien pour arranger les choses. Nous avons aussi décidé de dénoncer le silence complice de la ministre de la Communication et le ministère de tutelle, qui malgré 2 semaines, 3 semaines de grève, ne nous ont pas appelés pour nous dire bonnes choses. Ils nous ont appelés qu'une seule fois. Et nous faisons comprendre que la ministre, elle était en tournée. Depuis le jeudi, elle était de retour, mais elle n'a pas essayé de nous rencontrer. Et nous ne savons même pas si, en réalité, elle est au courant de ce qui se passe ici à l'IFTIC. Donc c'est l'occasion de dire à la ministre de prendre en main ses responsabilités et de sauver l'IFTIC, comme on le dit, au grand moment, les hommes forts. À l'IFTIC, étudiants et personnel sont à l'agonie. Et ce n'est pas les enseignants qui nous diront le contraire, eux qui sortent tout juste de 48 heures de grève pour 3 mois d'arriéré et qui pensent à aller jusqu'au bout pour obtenir satisfaction. On ne nous a pas appelés parce qu'il se trouvait que
Madame la ministre était absente. Donc on n'a pas pu négocier. Donc on attend encore voir si d'ici là ils vont nous appeler ou s'ils nous vont encore relancer la grève. La suite c'est d'attendre cette semaine. Nous allons essayer de voir si dans 2 jours on ne nous appelle pas, nous allons déposer notre préavis, un nouveau préavis de grève en accord avec les syndicats. Cette fois-ci je crois que ce serait peut-être tous les syndicats au niveau de la presse qui vont se joindre à nous pour un éventuel soutien. Le comité exécutif de l'IFTIC, et je cite, est déterminé à continuer la lutte, lance un mot d'ordre de suspension des activités académiques à compter de ce lundi 29 mai au samedi 3 juin 2017 et exige le départ sans condition du directeur général Kamed Abdoulaye et de son secrétaire général Bissala Tanimoun. Un mot de la culture dans cette édition et c'est pour parler d'un artiste. Il s'agit de slammer Jonel, de son vrai nom Hamani Kassouma, la star d'islam au Niger et une grande figure de ce genre musical sur le continent noir. Abdourazak Hamidou et Sadou Doumi nous font découvrir cet artiste. Jonel, c'est l'oncle et le neveu. Mon oncle s'appelle John, il m'a toujours appelé ses ailes. Mes amis m'ont surnommé les ailes de John, El John, aujourd'hui Jonel. C'est un nom qui ne veut pratiquement rien dire, mais c'est un nom avec des images. Hamani Kassoum, dit Jonel, est un artiste nigérien, poète, slammer, griot moderne. Soyez les bienvenus, ici c'est la Coupe commune. On vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Aujourd'hui, on est entre amis, famille, voisins et cousins. Niamey, la Coupe commune. À l'époque, on ne savait pas que le slam existait, on ne savait pas que ce mot d'expression s'appelait le slam. Tôt déjà, j'ai épousé ce que j'appelle l'amour collectif pour les mots avec des amis d'enfance. Et donc c'est parti comme ça. Et après, j'ai fini vraiment par l'épouser pour toujours. Niamey, la Coupe commune. Mais avant le slam, Jonel s'est essayé au rap, un style qui lui allait bien, mais sa passion pour le slam était plus forte. Je suis passé par plusieurs genres, comme le rap, le reggae, et aujourd'hui je me retrouve à dire mes mêmes textes que je disais il y a longtemps, la même manière. Et parce que pour moi aussi, slammer, c'est donner corps, âme et vie à un texte. Passionné par les mots depuis son jeune âge, il commence à déclamer des textes à l'adolescence, prenant exemple sur les griots et conteurs nigériens à travers les mots. Je suis pas allé vers la musique parce que tout ce qui était musique et autres n'était pas la bienvenue chez moi. Je suis d'une famille musulmane où tout ce qui est art et autres n'était pas la bienvenue. Jonel, depuis quelques années, est incontournable sur les scènes slam africaines et au-delà, en Europe, mais aussi au Canada et aux États-Unis. Ça se passe vraiment bien parce qu'on a des retours. Et le retour, ça compte beaucoup. Quand tu as des retours, ça te donne beaucoup plus d'espoir et tout pour aller plus loin. Quand tu rentres dans un concert, c'est pas parce que tu as 1000 personnes, c'est pas le plus important. Mais souvent, le spectacle idéal, c'est des scènes plus intimes. Et c'est là où on retrouve la beauté. Et dans les yeux, et on arrive à les lire tout de suite, c'est que ressent l'autre, comment tu peux toucher l'autre. J'étais dernièrement à New York où j'ai joué. Et à New York, il y avait Baltimore. Et donc, il y avait les vidéos qui ont circulé et tout. Et donc, il y a une dame qui anime des colloques. Et donc, elle s'est retrouvée avec cette vidéo. Elle me dit, bon, ok, je t'invite en novembre, la première semaine du mois de novembre, pour des colloques avec plusieurs maîtres conférenciers et tout ça. Ben voilà, je passe dire des textes parce que mes textes rentrent parfaitement dans leurs projets. Plus techniquement, Jonel, c'est plusieurs titres qui retentissent encore. Niamey la Cour commune, Je pars d'ici, Andounia, Ils ne sont que des pauvres, ou encore, dernièrement, L'ombre du roi. C'est dur, il n'y a plus doublé. Les projets sur les papiers, les rêves sont pas réalisés. Il est vrai que quand il y a une personne qui tourne, on ne peut pas se dire qu'on a aussi une très grande place. Mais quand même, le slam est écouté partout. Donc, je pense que le slam fait son chemin. En tout cas, on peut dire que ça va.
Et donc j'espère que d'ici peu, les jeunes que je vois à la télé, évidemment ici à Niamey, qui font dans le slam, qui sont bien, j'espère qu'ils vont aller plus loin, avoir des projets plus grands. On se réveille ici le jour avec la barbe et des ongles aux pieds. Mais aussi un livre écrit et d'autres en préparation, sans oublier son festival Fishgoni depuis 2012. Il est vrai que j'écris toujours. Niamey Commune, qui a été édité chez l'Harmattan. J'ai le deuxième qui est en correction. J'ai Ils ne sont que des pauvres, qui est un livre qui parle de John Beidou, évidemment. Et d'autre part, il y a les vidéos aussi. J'ai enregistré quelques titres à Paris. L'ombre du roi, évidemment, donc que j'ai enregistré à Paris et j'ai envoyé à Flo pour modifier. Donc il y a pas mal de textes aussi qui sont en cours, qui vont sortir bientôt pour Niamey. Aujourd'hui, Jonel a plus que jamais trouvé sa voie. Il est l'un des slammeurs les plus talentueux sur le continent. Il fait parler de lui et du Niger partout dans le monde et fait la fierté de tout un continent. Le projet que j'ai, le plus grand projet, c'est la Maison du Poète. Cette Maison du Poète, c'est d'avoir une place pour les artistes, où la poésie, elle est lisible et aussi visible. J'ai connu autrefois la télévision. Niamey, c'est la capitale de Slam Afrique parce que il y a le festival Fishgoni qui réunit plusieurs slammeurs de partout dans le monde. Alors le Fishgoni, c'est le festival slam et humour avec des colloques scientifiques. Il y a tellement de questions qu'on se pose aujourd'hui et on cherche les réponses ensemble. Et donc dans 10 ans, on peut espérer la capitale du slam au Niger. Place à présent à la partie magazine qui est consacrée à l'entretien que nous a accordé El Hadj Idi Abdou relativement au projet de révision de la Constitution et du Code électoral. Très bonne réception. Des lacunes ont été relevées. Et de ces lacunes-là, il y avait eu des recommandations. C'est même un atelier de la CENI qui s'est appuyé sur un rapport des experts nationaux et internationaux et qui ont relevé les contradictions entre les lois électorales. Parce que pour les élections passées, on n'avait pas un code, on n'avait pas une loi unitaire comme code électoral, mais on avait des lois électorales. Et les lois électorales, là, il semble que, bon, oui, c'est même cela, en fait. Vous avez la Constitution par rapport au scrutin présidentiel où on dit que c'est une loi ordinaire. Et de l'autre côté, des lois organiques, donc vous pouvez pas fusionner. Pour les fusionner, il faut les voir la Constitution, donc en principe. C'est là l'esprit. Les modifications portées sur les délais légaux et les lacunes constatées lors des élections passées. J'ai assisté à un atelier de la CENI où tous les partis politiques y étaient, tous les pans de la société y étaient, et les recommandations ont plaidé en faveur de ces révisions-là pour effectivement avoir un code électoral et relever les lacunes, corriger les lacunes. Maintenant, après, il y a eu ce qu'il y a eu. Finalement, le gouvernement a, sur l'initiative du président, un projet de loi portant révision de la Constitution a été transmis à l'Assemblée. Et à notre grande surprise, nous avons constaté de l'existence d'une correspondance du président de la République qui fait une sorte de rappel pour dire qu'il est bel et bien l'initiateur. Apparemment, ça coince. Apparemment, il doit avoir un problème. Par rapport à cela, c'est simple. L'article 163 de la Constitution dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Dès lors qu'il y a un projet de révision, maintenant il appartient aux députés. Parce qu'une fois le projet déposé, il faut un vote à la majorité de 3/4 pour accepter de discuter.
Maintenant, les députés, au lieu de tourner en rond, ils doivent s'assumer, ils doivent assumer leurs responsabilités. Ils peuvent rejeter le projet de révision. Il leur appartient, c'est leur prérogative. C'est quand ils veulent, ils peuvent le rejeter. Ils peuvent même refuser les discussions. Parce que le projet, c'est pour discussion et approbation. Ils peuvent même refuser quand ils n'acquièrent pas la majorité des 3/4. Ça veut dire qu'il n'est pas acceptable. Donc on ne discutera même pas. Ils peuvent accepter les discussions et après ne pas l'approuver. Parce que pour l'approuver, il faut une majorité de 4/5. Donc, du reste, il faut qu'on apprenne à avoir une démarche républicaine. Parce qu'apparemment, il semble que ça coince même au niveau de la majorité. Et la correspondance du président de la République au président de l'Assemblée dit beaucoup de choses. Et de l'autre côté, l'opposition estime qu'il y a un vice de forme. Parce que pour l'opposition, elle estime que ça doit requérir un consensus au niveau du CNDP. Bon, qu'à cela ne tienne, le CNDP a montré ses limites. Autant de temps, quand le Tazarchi avait commencé, le CNDP a disparu. Et même maintenant, parce que les lois qui ont failli coûter cher au Niger, c'était les lois du CNDP original. Donc je pense qu'il est temps que les gens apprennent à avoir une démarche républicaine. Il y a un projet de révision constitutionnelle qui est transmis à l'Assemblée. Les députés ont la liberté et c'est leur prérogative, ils peuvent le rejeter. Il n'y a pas à tourner en rond. S'ils estiment qu'il y a des problèmes, au lieu de tourner en rond, la meilleure solution c'est qu'ils soient courageux, ces députés-là. Et rejeter le projet s'ils estiment que ce n'est pas bien. Ce n'est pas compliqué. Parce que la balle est dans le camp des députés. Le projet a été transmis. Au lieu de tourner en rond, il suffit tout simplement qu'ils soient courageux. Et le courage, parce qu'ils ont la prérogative de rejeter. Donc s'ils estiment que ça ne fait pas du bien, s'ils estiment qu'il y a un guise sur roche, dans tous les cas, ils ont le projet dans ses détails et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut modifier. Il leur appartient d'être courageux et de le rejeter s'ils estiment qu'il n'est pas conforme aux intérêts nationaux. Maintenant, s'ils estiment que c'est bon, maintenant ils l'approuvent. Donc ils ont la liberté de rejeter ou d'approuver. Parce que ce n'est pas pour rien, on a prévu, il faut au moins 3/4 des députés composant l'Assemblée pour que le projet soit considéré. Il y a une première étape, il faut qu'il soit pris en compte. Pour qu'il soit pris en compte, il faut qu'il y ait un vote aux 3/4. Maintenant, quand on a le vote aux 3/4, après discussion, pour que la révision soit acquise, il faut une majorité de 4/5. Donc, on ne doit même pas faire de la rhétorique ici, là. Dès lors que l'initiative est prise par le président et que le projet est transmis devant le Parlement, il appartient au Parlement d'exercer, de jouer sa partition. Ou il accepte ou il n'accepte pas. Et puis c'est tout. Sur l'aspect là, en tout cas les éléments que je connais, c'est pas le Tazarchi. Le Tazarchi, c'est que le Tazarchi est bloqué. Ce qui permet le Tazarchi, c'est l'alinéa 1-2 de l'article 47. Et les alinéas 1-2 sont verrouillés. Ils ne sont pas sujets de révision. Donc, par rapport à ce Tazarchi-là, ce n'est pas cette révision-là. Si les gens ont des velléités de faire Tazarchi, ce n'est pas par rapport à cela. Les éléments qui sont contenus dans cette révision n'ont rien à voir avec Tazarchi. Maintenant, si d'autres éléments, d'autres politiciens ont d'autres choses, sinon cette révision-là ne peut pas consacrer Tazarchi. Parce que les éléments qui peuvent amener à Tazarchi sont verrouillés. L'alinéa 1 et 2 de l'article 47 sont verrouillés par rapport au mandat de 2 ans, au mandat renouvelable une fois. Et on a dit sous aucun prétexte on ne saurait prolonger le mandat. Donc par rapport à ça, c'est clair.
il n'y a pas de tazarchi par rapport à ce problème précis, par rapport à cette révision. En tout cas, s'il doit avoir tazarchi, et je ne sais pas, c'est possible qu'il y ait des gens qui ont des velléités tazarchistes, mais pas par rapport à ces éléments de révision. Et dans tous les cas, si les gens estiment, maintenant la balle est dans le camp des députés, ils ont le projet devant eux dans le détail. S'ils estiment qu'ils cachent mal des velléités tazarchistes, mais ils le rejettent, c'est tout. Et ils rendront service au peuple nigérien en le faisant. Et j'espère que s'ils estiment qu'ils cachent des velléités tazarchistes, c'est de leur courage. Ils doivent être courageux et faire en sorte d'épargner le Niger d'impasse. Donc, je ne vois pas de débat. Tout est entre les mains des députés. Ça ne sert à rien de tourner. S'ils estiment, parce qu'ils ont les documents dans le détail, nous, c'est des éléments qu'on avait, parce que nous, l'esprit que j'ai, c'est l'esprit des recommandations de l'atelier de la CENI, qui s'est appuyé sur le rapport des experts et qui dit voilà les lacunes, et certaines lacunes, pour les corriger, il faut toucher à la Constitution, et c'est dans ce sens-là, moi j'ai compris ça. Maintenant, s'il y a un autre dessin, et dans tous les cas, les représentants du peuple qu'ils sont, ces députés-là, le projet est entre leurs mains. S'ils estiment que ça ne va pas, quel que soit Alpha, je pense qu'ils rendront service au Niger en refusant, parce que c'est de leur prérogative, il suffit qu'ils soient juste courageux. Ça doit avoir un problème au niveau de la majorité, et le report, ça ne change pas le problème, il déplace le problème, parce qu'ils seront obligés de se prononcer. Donc il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème? S'il y a un problème, ils rejettent le projet, point. Mais il n'y a pas à tourner en rond. L'arme est entre leurs mains. C'est eux qui rejettent ou qui adoptent. Ça ne va pas, ils le rejettent. Parce qu'apparemment, ce n'est même pas les problèmes causés par l'opposition. Apparemment, même du point de vue majorité, il doit avoir des points pas très clairs. Et à ce sens-là, je pense qu'on ne peut pas recueillir même les 3/4 pour qu'ils soient considérés. Donc, vraiment entre nous, il faut que les députés nous rendent service. C'est eux qui ont la prérogative de rejeter ou d'approuver. Le projet est devant eux. Ils l'ont dans tous ces détails. Si ce n'est pas bien pour le Niger, qu'ils refusent même les discussions, par conséquent, ils ne passent pas. C'est simple.